Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast qui parle de processus créatif avec des gens qui travaillent dans le métier artistique. Et c'est le retour de Donne ta patte 6 mois plus tard. Donc normalement, le dernier épisode que vous avez écouté, si vous les avez tous écoutés, est sorti au tout début de cette fameuse période qui a été le confinement. J'avais promis sur les réseaux sociaux type Instagram, enfin j'avais pas promis parce que sinon j'avais pas promis, j'avais parlé sur Instagram de potentiellement faire un épisode un peu participatif où moi j'enregistrerais de chez moi mais que j'aurais des vocaux de gens à distance, etc. Ce qui ne s'est au final pas fait pour plein de raisons plus ou moins personnelles, mais bon... On va pas se mentir, le confinement a quand même bloqué pas mal de choses, notamment mon esprit. Ce qui est une raison assez importante pour ne rien avoir sorti jusqu'ici. Et donc là, on se retrouve pour le 10e épisode, qui est aussi l'avant-dernier de la saison 1. Et donc dans 2 semaines sortira le season final, voilà, avec des petites surprises, tout ça. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Et aujourd'hui, on accueille Céline, aka CM. C'est ça. Ça va ? Ouais, merci de m'inviter, c'est cool. Merci à toi d'être venue, c'est chouette. Si on entend un petit bruit de fond, c'est le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud et que nous ne voulons pas rôtir. Alors, qu'est-ce que tu fais, Céline ? Alors, moi j'ai fini mes études en théâtre. J'ai fait bac théâtre, licence théâtre, master théâtre. J'aimerais faire une thèse en théâtre. Donc. Oui. Et en parallèle de ça, je dessine beaucoup, je linographe et je fais des spectacles. On va commencer par se concentrer sur le dessin, si ça te va. Ouais. Tu as notamment une page Instagram. Tout à fait, oui. Qui s'appelle, avec ou sans accent, Sorority Drawings. C'est la manière de le prononcer, c'est bon. Le moins d'accent possible. Ah, ouais. Qui est fort chouette. Merci. En tout cas, que moi j'aime beaucoup. Tu fais des portraits de femmes avec un minimum de notoriété quand même, qui sont souvent militantes ou qui sont inspirantes pour toi, a priori, j'imagine. Ouais. C'est complètement ça. Mais je préciserai en disant que c'est vraiment souvent des femmes qui sont reliées à l'actualité du moment. Je fais parfois des portraits de femmes qui sont déjà décédées, ou ça m'est arrivé de même faire des femmes historiques, quoi. Mais sinon, j'essaie de le faire avec l'actualité. Comment tu trouves... En gros, l'inspiration de qui t'as envie de dessiner, à part le fait que ce soit dans les actualités du moment ? Souvent, en fait, ça part des actualités. Je sais pas, j'essaie de prendre des femmes qui ont forcément œuvré à l'avancée des droits humains de manière générale, mais très souvent, elles sont aussi féministes, quoi. C'est pas n'importe quelle femme qui fait l'actualité. Oui. En fait, c'est parti de Inktober 2018. Alors, Inktober, c'est pendant le mois d'octobre, les dessinateurs, illustrateurs, tristes qui font un dessin à l'encre par jour. Donc, pendant tout un mois. Et moi, je m'étais dit que j'allais faire des portraits de femmes qui avaient fait l'actualité de 2018. Donc, c'est assez contraignant parce qu'on n'a pas souvent 1 heure par jour à consacrer à ça, quoi. Donc, jusqu'ici, j'ai jamais fini le challenge. Mais ça m'a inspirée pour continuer à le faire tout au long de l'année et pas juste sur un seul mois, quoi, pour un peu pouvoir continuer tout le temps à le faire. Et donc, j'ai continué cette idée c'était l'actualité de 2018 et j'ai fait l'actualité de 2019 et maintenant l'actualité de 2020. Et j'aime bien pouvoir suivre comme ça aussi avec... je sais pas, une nana qui fait quelque chose et ça me frappe et hop, j'en fais le portrait tout de suite. C'est beaucoup plus inspirant et créatif que de devoir chercher qu'est-ce qu'elles ont fait dans l'histoire, etc. Est-ce qu'on peut revenir sur Inktober ? Ouais. Peu sont les personnes à finir Inktober à chaque fois, parce qu'en effet, c'est... Ouais. Ça demande... Alors déjà, faut suivre tous les jours. Si jamais tu loupes un jour, t'essayes de rattraper, mais du coup, tu commences à être en retard et après, c'est un cercle vicieux et c'est terrible. Toi, quand tu... a fait, ou si tu refais, là, admettons cette année tu refais Inktober ou quoi, qu'est-ce qui en toi te motive à le faire tous les jours, même si au final t'arrives pas à le finir, tu vois, et à quel moment tu te dis ok non là c'est bon, ça me saoule, j'arrête. Alors pour être honnête, c'est plus la notoriété que ça peut apporter, parce que du coup c'est un mois où les gens sont tellement créatifs que les hashtags tournent à fond, les gens partagent le travail d'autres gens et du coup c'est un bon moyen de te faire découvrir à ce moment-là.
Donc essentiellement pour ça en fait. Ok. Et après j'ai essayé en fait de suivre les listes parce que du coup il y a plusieurs listes. Donc Inktober c'est un mot par jour et le dessin doit être inspiré. En fait j'y arrive pas parce que j'ai l'impression d'avoir pas beaucoup d'imagination dans la vie. Parce qu'il y a je ne pense pas, mais en tout cas quand je dois dessiner souvent c'est vraiment la feuille blanche quoi. Et du coup Inktober je pense que ça me correspond pas. Parce que il faut réagir tout de suite, il n'y a pas vraiment le temps de décanter des dessins, il faut le faire tous les jours. Enfin, c'est même si j'ai la chance d'avoir un job alimentaire qui est pas archi prenant, c'est déjà trop en fait. Ouais. Tous les ans j'essaye et tous les ans à partir du 15 c'est fini quoi. Donc Bah déjà avec 15 ça fait 15 dessins. C'est déjà pas mal de te dire jusque là. Et du coup c'est la contrainte du mot aussi qui te bloque. Ouais, beaucoup. Habituellement, quand tu dessines, c'est la contrainte en général, ça peut te bloquer ou c'est... Ouais, complètement. Et c'est pour ça que je n'envisage pas comme un métier, parce que, alors si ça devenait professionnel, il faudrait que les employeurs me laissent faire absolument tout ce que je veux tout le temps, ce qui, je pense, n'arrive pas. Oui, ça me bloque, je fais des brouillons, je les trouve moches, je vais m'inspirer de comptes Instagram de gens très doués, je me dis que je dessine comme une patate, hein, c'est vraiment... Pire idée. Ouais, pire idée, ça me... Du coup, j'aime mieux faire mes petits portraits, comme ça je suis sûre d'aller réussir bien. Oui, je comprends. Je sais pas si c'est dans tous les cas, toi, le style dans lequel tu dessines, ou si c'est une contrainte que tu te mets pour ces portraits en soi, mais il y a quand même toujours ce dessin au feutre noir, avec de temps en temps un peu de couleur, mais par petites touches. En soi, c'est une contrainte aussi, c'est peut-être une contrainte qui te bloque moins ta créativité, mais... Bah ça, c'est plus ma manière de dessiner. Je dessine très très souvent avec le contour noir, quoi. D'accord. Pour le coup, le Inktober sur le médium employé, ça me pose pas du tout de souci parce que c'est très proche de ce que je fais, quoi. D'accord. On parle de médium, on va parler de la tablette graphique. Ah là là. J'ai vu que tu avais eu une tablette graphique il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et que du coup, tu as travaillé dessus pour t'améliorer, etc. Qu'est-ce que ça a changé, à part l'aspect technique du dessin, qui du coup, c'est différent parce que déjà, il faut se faire au fait que tu dessines un truc qui en fait apparaît sur l'écran. Enfin, ça dépend comment est ta tablette. C'est trop bizarre. En fait, c'est une assez vieille tablette, quoi. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas... C'est pas comme un iPad, quoi. Donc je ne vois pas ce que je dessine. C'est l'écran est représenté, mais il n'est pas là. Exactement. Et du coup, il faut que ton stylet, en gros, ce que fait ta main, tu le vois sur l'écran. Exactement. Mais... Du coup, tu regardes pas ta main. Il est un peu chamboulé au début. Complètement. C'est trop bizarre. Oui. Et donc ça, c'est l'aspect technique. Mais au-delà de ça, est-ce que ça a changé un peu ta manière de penser le dessin ? Au début, c'était bon, ce que je faisais, évidemment, j'en avais jamais fait de tablette graphique, donc avec une tablette où tu ne vois même pas ce qu'on me disait, tu vois même pas ce que fait ta main, je faisais n'importe quoi. Mais assez vite, j'ai trouvé le bon logiciel et du coup, c'est devenu plus simple de créer des trucs qui me plaisaient. Et surtout, je me pose beaucoup moins la question de est-ce que ça rend bien. J'ouvre plein de feuilles et c'est plein de brouillons et je gribouille dessus. Truc que j'ai beaucoup de mal à faire dans mes carnets papier, quoi. Ah ouais ? Ouais, complètement. Tu sais pourquoi ? Bah, je pense toujours ce truc de comparaison avec les autres dessinatrices qui ont des beaux carnets tout propres, tu vois, où il n'y a pas de trucs moches dedans. Et moi, je commence une quantité de carnets et au bout d'un moment, il y a le dessin moche qui arrive. Et le dessin moche me gâche le carnet, quoi. Et je me mets vraiment beaucoup la pression sur ce qui est brouillon, quoi. C'est fou, ça. Ouais, alors que sur la tablette, en fait, une fois que j'ai dans mon ordi, ça n'existe plus. Oui. Donc, du coup... Donc, en fait, tu vois même le carnet en lui-même comme une œuvre à part entière. Oui, alors pour le coup, le carnet, c'est vraiment une contrainte. J'en ai plein. À chaque fois, j'entame les 5 premières feuilles et ensuite, j'arrive plus à les tenir parce que j'aimerais qu'ils soient parfaits et du coup, ça n'existe pas, quoi. Et en même temps, il faut bien un lieu. Et oui, je te vois. Alors, pour l'audioguide, je la regarde avec les mains collées et je la regarde par en dessous en me disant tu veux que tout soit parfait. Complètement, bah oui, complètement. Ouais. Alors qu'on a tous besoin d'un espace où on dessinerait n'importe quoi, quoi. Et du coup, ça, je le fais quand même, mais sur des feuilles volantes. D'accord. Qu'après, je ne conserve pas. Alors qu'un carnet, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que du coup... Enfin, ça m'est arrivé plein de fois de gribouiller et de me dire « Ah, ce gribouillis est sympa, dis donc !» Et de reprendre ce gribouillis et d'en faire un vrai dessin, donc voilà. Tout ça pour dire, un jour, je finirai un carnet. C'est mon objectif. D'accord.
Mais alors, attardons-nous sur ce sujet, si ça ne te dérange pas. Oui. Pourquoi parfait? Pourquoi? Je sais pas quoi. Enfin, j'ai toujours eu sur mon bureau, tu vois, quand je vivais chez mes parents, quand j'étais ado et tout, des énormes feuilles blanches, des brouillons des jobs de mes parents, tu vois. Et en même temps que je faisais mes devoirs, je gribouillais, donc j'ai même pas eu cette contrainte de tout le monde m'a dit ouais, tu dessines trop bien, et du coup, tu vois. Enfin, j'ai vraiment eu tout un flux créatif hyper libre. Et je sais pas à partir de quand ça a commencé. J'ai même tenu des journaux intimes avec des dessins dedans. Pareil, tu vois, des trucs où je dessinais comme ça. Ouais. Et après, je sais pas. Non, mais vraiment, je peux même pas te dire. Ouais, il y a un truc. Ou alors, j'ai commencé à avoir des plus jolis carnets, tu vois. Ouais. La seule piste, c'est que ça correspond plus ou moins quand j'ai commencé la fac et qu'il a fallu faire tous des dessins de scénographie, mise en scène et tout, tu vois. Et du coup, quelque chose de beaucoup plus propre. Ouais. Dans sa globalité. Mais bon. Je précise ce que la scéno, du coup la scéno c'est la scénographie, c'est tout ce qui consiste... c'est compliqué à expliquer les scénographies, tiens. En gros, c'est sur scène, tout ce qui fait partie de la mise en scène mais qui n'est pas du jeu d'acteur. C'est la construction visuelle, quoi. Ouais, voilà. Ça va être vachement bien expliqué. C'est les décors, la construction en gros, des décors, quoi. C'est essentiellement ça, en fait. Tout à fait. C'est super, c'est trop bien la scénographie. Mais ça pardonne pas, quoi. Ouais, c'est vraiment un art super précis, et moi je suis malheureusement très très mauvaise en scénographie. C'est mon grand drame, je pense que j'aurais bien aimé faire ça comme métier. Et du coup, peut-être un lien un peu comme ça, tu vois, pour la première fois, ce que je dessinais n'était pas ce que je pensais dessiner. Tu vois, une espèce de truc où ta main, elle projette pas ce que toi, t'as envie de projeter, quoi. Parce que pour toi, ça veut dire quoi être bon ou mauvais en scénographie? C'est pas tant une histoire de la beauté du décor, tu vois, mais vraiment de construire en lien avec l'histoire. Voilà, moi c'est un truc que j'arrivais pas, quoi. Mais sinon, elles étaient mauvaises. Elles étaient pas moches, elles étaient juste cheap, en fait. Tu vois, non mais c'est vrai, elles étaient pas... tu vois, c'était pas quelque chose pour le coup où on se serait dit « Waouh, ça va pas du tout, c'est horrible », mais... En fait, c'était pas profond, c'était plus premier degré de lecture, c'était pas du bon travail, quoi. D'accord. Et je pense assez objectivement, quoi. Sans moi-même me tirer dans le fossé, quoi. Ouais, non, je pense. Cette idée que tu as de ton propre travail scénographique qui est cheap, je fais des gros guillemets avec les doigts. C'est cheap. T'arrives pour autant à ce que ce ne soit pas le cas quand tu fais des marionnettes? Eh ben oui, parce que... oui, pourquoi Oui. Je sais pas. Les marionnettes en soi, c'est des personnages, donc c'est pas de la scéno. Ça se rapproche vraiment beaucoup du dessin, quoi. Du coup, alors que la scénographie, oui, ça commence par des croquis, mais à la fin, c'est pas Enfin, c'est du vrai, quoi. Et je pense que j'ai du mal à faire la projection avec ce qui va être... tout ce qu'il faut mettre dans un décor de théâtre, quoi. La marionnette étant le personnage, c'est un peu... Enfin, t'as pas forcément besoin d'aller chercher une signification méga lointaine pour te dire en fait, je vais faire cette marionnette ainsi, je pense. Oui, la marionnette, elle me pose pas de problème dans la création, quoi, parce que il y a vraiment un truc de la construction art plastique qui me branche et que je maîtrise assez, et du coup, ça va. Et pareil, le décor, donc là, pour notre spectacle, on a un castelet avec plusieurs boîtes en briquet, comme ça, un petit château de boîtes carton. Juste expliquer les termes techniques. Le castelet étant l'espèce de cache/maison derrière lequel ceux qui manipulent la marionnette se cachent pour qu'on ne voit plus que la marionnette sortir de ce truc-là. Après, la mise en scène faisant que des fois, on voit quand même les manipulateurs ou manipulatrices, mais à la base, voilà, c'est le truc qui cache... pas facile à expliquer non plus, quoi. C'est oui, comme Guignol, quoi. Ouais, si voilà. Tu vois Guignol, c'est ça, c'est l'écran de télé, quoi. Mais c'est le contour de l'écran de la télé. Et du coup, là où il y aurait les marionnettes serait l'écran de la télé. Ouais. Et faites du théâtre. Surtout que la marionnette, c'est très bien. Et oui, le décor, je sais pas, ça me vient plus intuitivement. En tout cas, peut-être ça me met juste moins la pression. Et du coup, je me laisse porter et je finis pas par faire quelque chose parce qu'il faut le faire, tout en sachant que c'est pas très bon, quoi. C'est un peu l'effet que me fait la scénographie. D'accord.
S'il y a un Castellet, j'imagine que tu fais de la marionnette à gaine principalement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc la marionnette à gaine étant celle dans laquelle on glisse sa main par le bas. C'est ça. C'est une image un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. En mettant les doigts dans la tête et dans les bras pour que ça fonctionne, pour faire vivre la marionnette. Tu pars de quel matériau pour... Alors là, on a fait donc des marionnettes en aluminium. Ouais. Donc on prend des énormes feuilles d'aluminium qu'on roule et qu'on façonne un peu jusqu'à obtenir un visage, en prenant bien soin à laisser le petit trou pour me glisser son doigt parce que sinon on peut pas la manipuler. Et on l'a recouvert de papier mâché. Et vraiment recouvert jusqu'à ce qu'on voit pas du tout des jonctions entre des petits bouts, quoi. Et ensuite on les a peints. Et la gaine, elle est en tissu normal. Ouais. Voilà, classique. Tu procèdes toujours comme ça ou des fois tu utilises d'autres matériaux? Bah là, c'est la première fois que je fais un spectacle de marionnettes depuis la fac. Oui. Donc, du coup, voilà. Bon C'est temps. ouais, c'est clair. Donc, voilà, c'est la première fois que je le fais. À la fac, j'avais fait une marionnette d'ombre. Donc, les marionnettes d'ombre, c'est des marionnettes qui sont en 2D, quoi. Elles sont complètement à plat. Elles bougent pas beaucoup. Souvent, ce qui bouge, c'est le bout des bras, enfin des mains, quoi. Et on les actionne avec des petits bâtons. Ça marche comme description. Moi, ça me paraît assez clair. Mais... Et voilà, et celle-là, elle était en carton Ouais. et les vêtements en tissu. D'accord. Mais en jeu de transparence, du coup. Oui. Voilà. C'était de la dentelle. On voyait bien Ouais. tous les petits détails de la dentelle. D'accord. Quand tu as façonné la tête de la marionnette en alu, est-ce que du coup le matériau a fait que, par exemple, tu avais une image à la base en tête, mais en utilisant l'alu, du coup tu t'es rendu compte qu'il y avait des trucs dans ta tête que tu pouvais pas faire, ou des trucs qui justement, auxquels tu n'avais pas pensé, mais qui sur le coup sont un peu venus à toi par l'alu, et que du coup ça a aidé le processus comme ça? Bah alors non. Non. Ok, dommage. Voilà. Pour le coup, la tête de la marionnette ressemble exactement à la tête que je voulais lui donner. Enfin, Ok. je me suis découvert un don pour la sculpture sur aluminium. Écoute, ça a trop bien marché. Donc là-dessus, non. Par contre, ce qui est venu après, c'est que du coup, c'est un spectacle où il y a 2 parents, donc un père et une mère et une petite fille. Et du coup, j'ai commencé par les têtes de la mère puis de la fille, et en dernier, la tête du père, qui est plus petite déjà, et surtout, une fois qu'on les a sculptées et mis avec du papier mâché, on les a peintes. Et en fait, je me suis rendu compte que la tête de la mère et de la fille étaient vachement identiques. Et elles étaient hyper féminines, quoi. Tu vois, elles avaient un tout petit nez, des très grands yeux, enfin... Tu vois, elles étaient vraiment fille, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait me rendre compte, c'est que la tête du père n'est pas du tout réaliste, on va dire. D'accord. Elle a vraiment un nez tout droit, un peu moche, des petits yeux... Enfin, j'ai pas cherché à la rendre belle, elle est jolie, parce qu'à la fin, c'est une jolie marionnette, mais il n'y a pas eu une volonté de la rendre jolie. Alors que du coup, la tête de la mère et de la fille, oui. Donc ça ne me va pas, donc je vais les refaire, parce que c'est trop bizarre, quoi. Ouais. Et ça, pour le coup, oui, ça m'est venu après en les regardant et en les comparant. D'accord. Et ce fait-là, c'est que t'es plus attachée au personnage de la mère et de la fille et que du coup, t'as voulu plus y prendre du temps ou c'est... Bah non, c'est que je pense que c'était mon premier jet, quoi. D'accord. Comme de la même manière que dans mes brouillons, souvent les filles sont minces, elles sont jolies, quoi. Et du coup, c'est les premiers jets qui me viennent... Et je dessine très très peu de garçons, du coup, ils ressemblent à ce qu'ils ressemblent et ils sont pas forcément beaux, quoi. Mais du coup, des filles, oui, il y a toujours cette première image de quelqu'un de joli. Et du coup, dans les marionnettes, comme pareil, c'était le premier jet, bah, c'est ce qui est apparu, quoi. C'est fou, ça. Ouais. C'est intéressant. Bah ouais, c'est surtout intéressant de modifier ça après et de pas garder ces visages qui, du coup, en plus, sont beaucoup moins intéressants pour le travail de marionnettes parce qu'ils expriment pas grand-chose, quoi. Ils sont vraiment un peu creux. Revenons au dessin. Voilà, on va pas faire une ligne droite. Voilà, on va faire comme c'est bien. Je fais plus de dessins que de marionnettes quand même. En stalkant ton Insta, je me suis rendu compte que tu faisais aussi de la commande, des portraits sur commande. Donc là, tu fais que des femmes ou tu peux faire aussi des hommes? Des femmes. Que des femmes, dans tous les cas. Ouais. J'imagine que pour faire ces portraits de femmes que tu postes sur Insta, t'as ce truc un peu d'inspiration / il doit y avoir un peu d'admiration pour la personne. Complètement. Comment tu fais quand on te demande de faire quelqu'un que potentiellement tu ne connais pas, potentiellement tu détestes? Non, mais ça m'est jamais arrivé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont commandé. D'accord. Mais de assez éloigné, et encore qu'on m'a commandé Maya Angelou, une écrivaine / poétesse. Oui.
dont je ne connaissais pas le travail, enfin que je connaissais que de nom, et du coup ça c'était... Bon, j'ai fait le portrait et je l'aime bien, mais du coup c'était assez éloigné, c'est pas quelqu'un que j'aurais fait quoi. Ouais. Et du coup voilà, c'est le plus éloigné qu'on m'a demandé de faire. D'accord. Sinon, on m'a demandé Louise Michel. Bon, bah voilà. Louise Michel, c'est une des leaders de la Commune de Paris. Une meuf ouvrière, marxiste, féministe aussi. Donc voilà, mais qui est morte il y a un bon bout de temps quand même. Ouais. Et voilà, mais ça aussi pareil, meuf militante dans la lutte et tout, donc ça marche aussi. Maya Angelou, ça marche aussi. De toute façon, c'est une femme, elle est noire, elle fait de l'art. Ouais. Pour l'instant, personne m'a demandé de trucs un peu chelous. Voilà. Est-ce que tu peux dessiner mon grand-oncle? Non, mais voilà, tu vois, quelqu'un qui me poserait, oui, un portrait, quoi, tu vois, n'importe quel portrait. Là, de surprenant, une nana au Canada qui m'a commandé Adèle Haenel. Ah, trop bien. Donc voilà, trop cool. Donc, mais tu l'as fait il y a pas longtemps. En plus, oui, oui, bah ça y est, elle est partie. Ouais. Mais c'est drôle parce que je pensais pas qu'on connaîtrait Adèle Haenel hors de France, tu vois. Elle commence à coup, bien c'est répéter, cool. surtout Ouais. depuis les Césars. Ça, c'est le travail artistique de toi qu'on voit le plus. Oui, c'est ça. Quand tu dessines et que tu fais des gribouillis et tout, tu restes quand même toujours sur le thème de la femme, ou des fois tu peux faire genre des paysages ou des plantes, je sais pas. Ouais, si, je dessine autre chose. Je dessine quand même essentiellement des femmes. Et après, pour m'entraîner, parce que du coup, sinon, je suis assez limitée dans le type de médium que j'utilise, je m'entraîne à faire d'autres trucs. Par exemple, maîtriser l'aquarelle, ça m'a pris un taf monumental, quoi. Ouais, il paraît que c'est très chaud, oh ça. là là, c'était horrible. Et du coup, je me suis vraiment entraînée à faire des trucs très très moches que j'ai jetés. Mais du coup, maintenant, ça va, quoi. Je suis quand même pas une pro, mais c'est bon, c'est maîtrisé. Et du coup, il y a plein de choses que j'aimerais savoir faire. Et effectivement, je m'oblige à prendre des photos en modèle, prendre des références, des œuvres d'artistes qui existent déjà et que je recopie. Mais ça me vient pas spontanément, quoi. Vraiment, mes gribouillis, c'est presque que des meufs. D'accord. Alors du coup, tu viens un peu de répondre à la question que je vais poser, mais je vais te la poser quand même au cas où. Le fait de maîtriser plusieurs techniques comme ça, est-ce que, même si toi, tu restes dans le trait crayon noir, est-ce que quand même ça peut te nourrir de savoir que tu maîtrises des trucs et du coup les utiliser de temps en temps en combiné, tu vois, de pas faire un seul truc et que du coup ce soit inspirant de connaître techniquement plusieurs points techniques pour pouvoir tout rassembler en un truc parfois. Non, ça je fais jamais. Mais par contre, oui, j'aime bien pouvoir me dire aujourd'hui je suis plutôt gouache. Ou aujourd'hui, je sais pas, je suis plutôt pastel gras. Enfin, ça dépend de un peu ce que j'ai envie de faire et de qu'est-ce que j'ai envie de travailler ou quoi. D'accord. Après, du coup, j'ai l'impression de pas avoir vraiment un style particulier. Sauf sur mes portraits qui, du coup, ont une espèce de patte qu'on reconnaît, quoi. Ouais, une charte graphique. Voilà. Mais sinon, dans mes carnets, c'est... Je sais pas, ou peut-être, oui, je me dévalorise, quoi, mais j'ai pas l'impression d'avoir trouvé un style qui pourrait me définir tout le temps. Du coup, ça, c'est le côté un peu frustrant d'être touche à tout, je pense. Ça te frustre de pas avoir ton style ? Ouais, des fois, j'aimerais bien avoir un style. Mais je pense que je l'ai, hein. J'imagine que si les gens voyaient mes carnets, ils seraient capables de dire « Ah oui, ça se voit, c'est ce que Céline dessine. » Mais juste, moi, je le vois pas trop. Je suis très exigeante sur le dessin, quoi. Je trouve tout le temps qu'il faudrait que j'améliore, donc c'est vraiment... Ça, ce n'est pas mon métier. T'as dû passer par des phases de travail technique du dessin au début, où t'as dessiné, ou pas tant ? Non, pas tant. J'ai zéro formation de dessin. Etc. Non, j'ai juste recopié. D'accord. En fait, quand j'étais petite, je lisais, même je lis toujours, beaucoup de BD, sans restriction, quoi. Ma mère nous amenait à la bibliothèque et hop. Et du coup, je recopiais. Du coup, oui, j'ai appris, mais j'ai pas eu la sensation de devoir l'apprendre. Comme, c'est inné, quoi. Complètement. Alors que là, oui, effectivement, quand je me dis, ah ouais, faut que j'apprenne à faire des trucs à l'aquarelle, bah ouais, je me pose une après, mais je recopie des trucs et c'est fastidieux, mais c'est comme ça, quoi. C'est vraiment, un truc d'apprentissage. Mais qui est assez nouveau, quoi. Je sais qu'il y a au moins un truc, du coup, où tu lis plusieurs skills manuels, c'est la lino, où tu dessines et qu'ensuite tu utilises la technique de linogravure pour en faire des tampons. Dans ces cas-là, ton dessin, tu le travailles de la même manière que quand tu dessines sur papier ou... Oui, complètement. Je fais un brouillon à côté, après je recopie le brouillon sur la plaque de lino, quoi.
Et voilà. Et ça aussi, c'est un taf où je recopie de manière assez instinctive. D'accord. Je fais un brouillon et ensuite je le remets à côté. Enfin, ça me vient un peu comme sur la tablette graphique, quoi. Alors que c'est très permanent quand même. Il y a plaque de lino après, donc... Oui. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas expliqué ce que c'était que la lino. C'est vrai. Donc la lino, c'est la linogravure, ce qui consiste à avoir une plaque donc, de lino. Après, ça peut se faire sur de la gomme, ça peut se faire sur toute matière un peu molle et souple, creusable, en C'est gros. ça. Ouais. Et donc, on vient creuser avec ce qui s'appelle une gouge, forme différente, une taille différente, pour qu'il n'y ait plus qu'une certaine forme qui ressorte vu que tout le reste a été creusé, et qu'avec une encre spéciale, ensuite on va venir appliquer et ça devient un tampon. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc là, oui, en effet, une fois que t'as creusé le truc, il est creusé, quoi. Bah là, oui, c'est ça. Si Ouais. t'as fait une connerie et que t'as mis un truc au plein milieu du visage... Ça arrive tout ça. Tu postes aussi sur ta page Instagram quand tu fais de la lino, parfois. Et j'ai remarqué que au résultat final, tu aimes bien laisser les traits de creuse autour de ton dessin. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis à l'oral. En gros, vu que le fait de creuser, ça finit par faire des lignes, des fois, en fonction de si on creuse plus ou moins, eh ben, il se peut que de l'encre se mette dessus et que ça tamponne quand même. Il y a des personnes qui préfèrent que ce soit tout enlevé et qui est clairement que le dessin. Et parfois, il y a d'autres manières de le faire où on laisse quelques traits parce que ça donne de la vie, de la vibration, enfin juste un truc que les gens aiment bien. Ça dépend, voilà. Enfin, les goûts, les couleurs, quoi. Et donc toi, tu laisses souvent ces traits de creuse autour. Et c'est vraiment quelque chose de volontaire ou c'est que... Bah au début, ça n'y était pas. Ouais. En fait, je me suis jamais posé la question de est-ce qu'il faudrait que je les enlève pour que ce soit plus joli. Et à la fois, quand je vois le résultat final, j'aime bien parce que je trouve que la lino, c'est vraiment un art agressif. J'aime trop creuser dans le lino. J'aime trop... Bon, au début, je me suis coupé les doigts, c'était terrible, quoi. Mais maintenant que je maîtrise, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, on peut faire plein de trucs. Et oui, il y a un côté agressif, quoi. Du coup, je me dis, j'adorerais faire de la sculpture. Mais... et du coup, j'aime bien laisser ces traits parce que... ça rentre aussi là-dedans, quoi, de voir les sillons que ça a tracés, etc. Et oui, comme tu dis, à la fin, le papier, je trouve que ça fait vivant, quoi, de voir dans tous les sens. Est-ce que au début de la lino, où justement t'as laissé les traits mais que t'étais pas sûre, est-ce que, vu le rapport que tu as avec le dessin, que tu aimes, que ce soit parfait, etc., ça t'a fait un peu bizarre de te dire « Ah, il y en a autour de ce que j'avais prévu ». Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, c'est ouf, ouais. J'avais pas capté. Ouais, non, c'est... voilà. Écoute, c'est ça que je sais. Poser des questions que personne ne se pose. Je rigole. Bah non, mais ouais, non, j'y avais pas pensé. Et c'est vachement intéressant parce que effectivement, mes dessins de lino sont pas du tout parfaits. Au-delà d'un style de dessin, c'est vraiment, oui, des fois les yeux regardent pas au même endroit. Des fois, il y a des traits qui dérapent et effectivement, pouf, j'ai un sourcil coupé en deux. Enfin, ce genre de truc. Mais en fait, ça me dérange pas du tout. Parce que je pense que je le vois trop comme quelque chose, oui, de brut, quoi. Et du coup, si le résultat à la fin, il n'est pas exactement comme je veux, c'est pas grave parce que c'est le processus qui m'intéresse. Autant mes portraits, je les vends et les gens peuvent me les acheter ou me passer des commandes et c'est pensé comme ça aussi. Autant la lino, je pourrais les distribuer gratuitement parce que c'est pas du tout le résultat final qui m'intéresse, c'est vraiment le processus, quoi. Tu peux m'en parler un peu plus de ce qui t'intéresse dans ce processus ou tu as le droit de pas non, mais c'est vraiment ce truc d'agressif. D'accord. Ouais, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, de prendre la gouge et de râper des trucs et de devoir aller plus fort ou moins fort ou aussi... Est-ce que dans ce processus, tu as tendance à éviter les parties de précision dans ces cas-là sur la lino quand des fois tu dois faire des trucs méga précis ou quoi? Ouais, un peu. Ouais, je m'arrange pour que le dessin comporte pas beaucoup de trucs précis. Et en général, je m'applique pas trop quand je dois les faire. D'accord. Comme les yeux, je fais le tour des yeux, quoi, et la petite boule noire à l'intérieur. Et après, il faut creuser, du coup, pour que ça fasse le blanc une fois sur le dessin. Bon, ça, je prends ma plus petite gouge, mais ça va, quoi. C'est pas non plus... une lino, finalement, ça me prend... selon la taille de la lino, quoi, ça va me prendre grand max 5 heures, quoi. Ah ouais? Donc c'est vraiment pas quelque chose de précision. Ouais.
Je me permets ces réflexions parce que j'en fais aussi Bah pas oui, mal. oui, j'ai Et que vu, du coup, genre, moi, c'est vraiment le truc où la partie de précision est celle que je préfère. Ah, c'est marrant. Pendant le confinement, ce truc qui s'est passé il y a pas longtemps, j'ai commencé à en faire une qui est pas finie parce que j'ai envie qu'elle soit méga parfaite. Du coup, je n'arrive pas à la finir parce que ce n'est De pas ton possible logo. de faire un truc parfait. Oui. Oui, voilà, du logo de Donne ta patte. Et j'y ai passé un nombre d'heures incalculable. Vraiment, je sais pas le nombre d'heures que j'y ai passé, mais vraiment hallucinant pour essayer de refaire chaque cheveu comme je les ai fait sur mon logo. Du coup, moi, c'est vraiment ce que je cherche dans la lino en soi. Et du coup, c'est très intéressant d'entendre le chemin inverse. Et pour le coup, moi, le dessin, c'est pas trop mon kiff. De temps en temps, j'aime bien, tu vois, mais par contre, si je dois y passer plus d'1 heure ou 2, ça me saoule. Du coup, c'est drôle et intéressant. T'y es arrivé comment à la lino? La première fois que t'en as fait, comment t'as connu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais déjà vu, à force de traîner sur Pinterest, Oui. donc, des linos. Et ensuite, j'ai une copine qui était dans mon master qui a commencé à en faire. Et du coup, pareil, je la voyais sur Instagram poster ses trucs ou quoi. Puis un matin, je me suis dit, non, vas-y, c'est bon. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts, j'ai pris le kit débutant lino-gravure, quoi. Et dans l'après-midi, direct, j'ai commencé et ça m'a trop plu. Ça m'a vraiment... c'était vraiment comme ça. De la même manière que je le fais, mon approche était assez nette. J'ai pas du tout cherché à demander des conseils à des gens, à regarder des tutos. Juste, j'ai vu sur la boîte, il faut faire quoi, ok, ça c'est une gouge, ok. Et hop, j'ai gravé tout de suite, quoi. D'accord. Ce qui n'est pas du tout le cas non plus quand tu utilises l'aquarelle et tout, comme tu dis, où tu passes pas un gros du temps tout, mais d'apprentissage vraiment et tout. pas du tout. Ouais. C'est dingue. C'est marrant. C'est trop marrant. Mais ouais, non, en fait, oui, ça s'est fait comme ça. Et du coup, c'était là cet hiver, décembre ou janvier, D'accord. je sais plus. Donc en plus, c'est récent, quoi. C'est drôle parce qu'on dirait vraiment que t'as ces deux... Enfin, tu fais sûrement plein de trucs dans la vie, mais t'as ces deux arts-là qui te complètent autant un côté qui a besoin d'être précis et posé et tout, et l'autre côté qui a besoin de temps en temps de dire bah non, allez, vous foutre, c'est parti. Ouais, c'est vrai. Comme une personne humaine, quoi. Mais... et ouais, et genre, on dirait que ça se complète vachement. Et à la fois, l'art en lui-même se complète vachement aussi, je trouve. Alors là, je pars dans une réflexion un peu, on va pas dire psychologie de comptoir, mais philosophie de comptoir. J'ai l'impression que c'est un truc circulaire parce que tu as besoin du dessin pour faire ta lino, ton tampon, et une fois que tu as ton tampon et que tu l'imprimes sur du papier, ça redevient un dessin en soi. Oui. Voilà. Oui. Ça ne servait à rien, c'était juste une réflexion comme ça. Et oui, mais aussi, ce qui est intéressant dans la lino, c'est que normalement, à la fin, tu reproduis 20 fois le même dessin. Oui. Et c'est tellement satisfaisant. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui est calmant, apaisant pour moi de me dire, ah bah, de toute façon, si je le rate, après, il est ratable fois 20. Ou si je le réussis, hop, il sera toujours réussi. Combien de fois ça nous arrive de faire des brouillons et quand on va l'ancrer, on fait l'erreur une fois que c'est au propre, quoi. Ça, c'est trop chiant, alors que la lino, bah voilà. En tout cas, oui, on peut rater en le gravant, mais comme moi je suis pas dans cette optique-là, du coup ça me tranquillise en fait, de toute façon, c'est comme ça quoi. Le support que t'en as fait, il sera toujours le même quand tu l'imprimes. Exactement. Quand on te fait des commandes, si ça peut arriver qu'on te commande des trucs que tu as déjà vendus, ça t'est pas encore arrivé? Pour les portraits? Ouais. Oui, on m'a commandé 2 fois, même 3 fois Marielle Franco. Ouais. Du coup j'ai refait un portrait. D'accord. Donc, c'était pas identique. J'ai pris une autre photo pour référence d'elle. D'accord. Et voilà. Ok. Ça convient. D'accord. Mais c'est la seule pour l'instant avec qui ça m'est arrivé. Est-ce que le fait de prendre une autre photo, c'est aussi pour toi, si jamais t'as préféré la première version que t'as faite et... Toujours. Toujours. Du coup, ça te permet de pas te dire... je la ferai forcément moins bien, du coup je fais autre chose, comme ça j'ai pas d'éléments vraiment de comparaison. Bah oui et non, en fait j'ai pas trop aimé faire ça. Enfin ouais, en fait je sais pas, même une autre photo ça m'a pas plu quoi, j'aime trop l'original. Je sais pas du coup si je le referai. En même temps une commande c'est une commande et les gens ils ont bien le droit de... Enfin on a tous des héroïnes ou des idoles qui sont un peu les mêmes souvent quoi, donc... Mais du coup, en tout cas, comme exercice, ça, pour le coup, c'était un peu une contrainte. Et à terme, tu imaginerais pas de pouvoir numériser d'une manière quasi identique que si tu l'avais fait à la main, l'original, et du coup de vendre, qui serait du coup des
copies ou des impressions de ton original? Oui, je peux le faire techniquement, mais pareil, ça m'intéresse pas trop. Je crois que j'aime trop donner l'original, en fait, je crois. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'après, sinon, elles sont rangées chez moi, et bon, moi, je les connais, quoi, donc du coup, c'est pas pareil. J'aime bien que les gens aient des originaux. C'est intéressant, ça aussi, parce que du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu fais un truc que t'aimes pas, tu le jettes. Et pour le coup, quand tu fais un truc que t'aimes bien, tu le jettes aussi différemment. Mais oui, tu je le conserve pas, en tout euh, cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui dessinent qui ont tendance à garder beaucoup, que ce soit loupé, que ce soit réussi, qu'ils aiment pas, pour avoir une trace. Et toi, t'es pas du tout dans cette démarche-là? Non, pas du tout. Après, je les prends en photo pour m'en souvenir, quoi. Ouais. Mais pareil, je prends juste une photo. Je prends pas une photo parfaite, numérisée, tout ça. Enfin, juste, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a 2 ans, j'ai fait ça, c'était sympa comme dessin, quoi. Et, mais après, je sais même pas où ils sont et ça me va. D'accord. Je sais pas pourquoi. J'aime toujours bien quand à un moment dans l'épisode on parle de féminisme. Bah ouais, parlons-en. Mais parlons-en. Mais quand on travaille, dans tous les cas, c'est présent, vu que. Bah, je sais pas, c'est qui est noir sur blanc, quoi. C'est évident, tu dessines des portraits de femmes féministes, militantes, qui ont fait des trucs, quoi. Donc, voilà. Oui, dire que mon taf est féministe, c'est assez évident. Et pour le coup, je fais pas des spectacles forcément féministes, donc c'est assez rigolo aussi. Dans toute ma palette de trucs artistiques, ça se concentre vraiment sur le dessin, quoi. Je pense que quand t'écris un truc qui va être vivant à un moment, c'est-à-dire que ce soit du cinéma, du théâtre, un truc qui va s'animer, quoi, je pense que ça n'a pas besoin que le sujet premier soit le féminisme pour être féministe. Ouais, c'est vrai. Ouais, il suffit que, par exemple, le rôle principal, ce soit une meuf qui le tienne. Déjà, c'est féministe. Ouais, non, c'est vrai. Parce que c'est tellement rare. Ou que, tout simplement, toi, avec tes valeurs, il y a eu dans ta manière d'écrire quelque chose qui n'est pas sexiste. Et du coup, c'est féministe. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a, alors pour le coup, dans mes carnets, les pages que j'arrache pas, c'est celles que je fais en réaction à des événements qui ont été durs, tu vois. Ouais. Pour le coup, c'est mes seuls dessins qui sont brouillons que je trouve vachement réussis. D'accord. Du coup, je garde pour moi-même. Mais c'est des premiers jets que je trouve vraiment trop qualitatifs, quoi. Sans me jeter des coups de fleurs, mais enfin, tu vois... tu as le droit de trouver ton travail qualitatif. Enfin. Oui, bon, c'est pas mal. Ben non, mais ça prend sens parce que en soi, quand tu mets de l'émotionnel très fort en toi dans ce projet-là sur le coup, il y a forcément un truc qu'en sort qui est de sincérité absolue et donc qui, je pense, est suffisant pour être bon. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, complètement. Oui, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Après, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais écrire et j'aimerais dessiner, quoi, et sur lesquels j'y arrive pas, tu vois, notamment des trucs LGBT, des trucs de lutte comme ça. Je reste vraiment sur le féminisme et j'ai du mal à le croiser avec d'autres luttes. Pas dans la vraie vie, mais en tout cas dans mon dessin, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, par exemple, pour parler de moi, tu vois, avant de faire mon coming out, j'étais vachement plus à l'aise dans mes dessins à parler de bisexualité ou quoi, et maintenant, plus trop, tu vois. Et limite, si je le fais, je trouve que c'est un peu bizarre. Alors que c'est quand même moi, tu vois, c'est pas m'obliger à parler d'une lutte qui me concernerait pas, ou je sais pas comment c'est le mot quand on est métisse, il y a métissitude, le métissage. Le métissage. C'est mignon, la métissitude. Je l'ai cherché hier. Le métissage, voilà. Oui, voilà, le métissage, c'est un truc vachement fort dans ma vie. Je suis franco-argentine. Mais sur mes dessins, je pense pas que ça se voit non plus, quoi. Du coup, voilà, c'est vraiment des pistes sur lesquelles j'aimerais aller, et pour l'instant... Pour l'instant, tu sais pas quel fil tirer pour y aller. Moi, ça m'arrive souvent quand j'écris des chansons, et genre des fois, il y a des trucs dont j'ai envie de parler, qui me concernent quand même, tu vois, qui sont pas forcément... Mais genre, tu sais pas où appuyer pour que ça marche. Mais c'est clair. Non, ça me paraît vraiment très superficiel, alors qu'au fond de moi, ça l'est pas, mais là, ça l'est. Oui, c'est clair. Oui, je comprends. Et ça a beau te concerner, des fois, c'est compliqué de parler de trucs... je pense peut-être encore plus compliqué de parler d'un truc qui te concerne et que tu sais pas trop expliquer en toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas. Et comme il y a beaucoup de sujets qu'on sait pas expliquer chez nous-mêmes. Je suis assez admirative des gens qui font des BD ou des posts Insta, tu vois, qui parlent de leur vie. Genre là, il y a un mec, je sais pas si tu le suis, il s'appelle Théo Grosjean.
Non, je Il connais fait pas. toute une série, c'est un illustrateur, il fait toute une série et ça s'appelle L'homme le plus flippé du monde. Ok. Et du coup, c'est des strips de 10 cases à chaque fois sur sa vie de super angoissé, super anxieux et toutes les situations qui le stressent de ouf. Et au début, c'était des trucs un peu drôles et plus ça va, plus c'est des trucs vraiment profonds avec sa famille et tout. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Et ça a l'air super sincère. Et du coup, vraiment beaucoup d'émotions et tout. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais les gens, ils parlent d'eux. Et encore plus, les gens aiment bien quelqu'un qui parle de lui-même. Ouais, c'est dingue. Ok, je connais pas du tout, j'irai voir. Ouais, c'est vraiment cool. La seule illustratrice que je connais qui parle d'elle, c'est Sophie Lambda. Ah oui. Bah elle aussi, elle fait des trucs vachement ouais, profonds, notamment Tant pis pour l'amour. Ouais, c'est ça, Tant pis pour l'amour, qui est la BD qu'elle a sortie il y a pas très longtemps, il y a une dizaine de mois, je crois, peut-être, ou un peu moins. Et où elle parle d'une relation avec un homme pervers narcissique. Et alors, je l'ai pas encore lu, même si j'aime beaucoup le travail de cette femme, du coup, je le lirai quand j'aurai accès à ce livre, mais... Oui, c'est vrai que c'est assez fou. Et en même temps, c'est comme les réalisateurs, tu sais, qui écrivent sur leur vie, c'est rare. Il y a Dolan qui fait beaucoup ça. Bon, il y en a sûrement d'autres, et j'ai pas les refs, mais... mais souvent, ils ont plus envie d'écrire de la fiction, quoi. Bah ouais, après ça peut être un peu caché. Bah, je pense que c'est Intiama, par exemple, elle écrit sur sa vie, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, elle réalise des trucs qui sont quand même... Oui, c'est ça. C'est pas le plot principal n'est pas forcément sa vie, mais, mais les caractéristiques des personnages ou des trucs qui peuvent leur arriver. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, quand les gens écrivent, c'est plus l'inspiration comme ça. Et bon, même ça, j'y arrive pas, quoi. Mais bon, j'aimerais bien faire une BD. Un jour, je fais une BD. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, tu l'enregistres pour demain. Non, tu veux pas. Si. Okay. Oui, j'aimerais bien faire une BD. Je sais pas du tout sur quoi, mais c'est un truc que j'aimerais bien, quoi. Ok. Voilà. Bah, on a hâte. Bah ouais, je sais. Ouais. Aucune idée du thème, mais... Je sais pas, c'est un objet... À la fin, en fait, c'est un vrai objet, quoi. Du coup, je trouve ça cool. Un spectacle, ça existe pour de vrai, ou une lino, ça existe pour de vrai, mais c'est pas des objets. Un livre, c'est vraiment, ouais, tu peux le ranger quelque part. Ouais, je comprends. Est-ce que c'est le moment où on passe à l'histoire que tout le monde doit continuer ? Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Alors ça, j'en ai parlé dans le premier épisode, j'ai dit que le but était de tourner au final ce qui a été écrit et continuer au fur et à mesure. Le but était d'en faire un court-métrage et de le tourner pendant l'été 2020. Encore une fois, confinement a fait que tout ça, ça n'existera pas. Donc c'est pas très grave en fait s'il y a des faux raccords, c'est un peu moins important. Donc voilà, je m'en excuse, mais ce film ne sera pas tourné parce que nous sommes déjà le 2 août 2020. Donc nous n'aurons pas le temps de finir l'histoire, de la tourner. Non, c'est beaucoup trop de travail. On fera ça l'année prochaine avec la nouvelle histoire potentiellement. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc on va juste essayer de bien finir cette histoire. Enfin, bien. Pas forcément que l'histoire se termine bien, mais de la finir de manière chouette. Donc là, toi, ton but n'est pas de la terminer. Elle sera terminée au prochain épisode. Donc ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est que c'est l'enfer, parce que on a terminé sur le fait que Damien et Rosette sont tous les deux chez Damien pour essayer de le calmer, parce qu'il vient de se rendre compte qu'il était transformé, etc. Ils commencent à discuter, et en fait... Rosette d'un coup s'arrête et commence à attaquer Damien parce qu'en fait elle est dirigée à distance par Émilie, mais que le système n'est pas tout à fait au point et du coup des fois Rosette arrive à reprendre le dessus sur la personne qu'elle est et à être elle-même, mais des fois Émilie arrive à prendre contrôle de Rosette. Cependant elle ne peut pas le faire avec Damien parce que Damien a réussi à se sauver de chez Émilie et Rosette avant qu'elle lui implante cette petite puce qui fait qu'elle peut le contrôler à distance. C'est là où nous en sommes. Du coup, je vais te poser 2-3 questions. Alors, j'ai aussi oublié de préciser que Damien réussissait à enfermer Rosette dans, je sais plus quelle pièce, dans les toilettes, je crois. Ouais, c'est ça. Dans les toilettes, et que Rosette tambourine, mais pour l'instant, elle n'a pas réussi à défoncer la porte. Dans le dernier épisode, Bernard a sous-entendu que potentiellement, peut-être, Émilie avait aussi transformé d'autres personnes dans la ville. Est-ce que c'est une idée qui te convient ou est-ce que tu préfères pas que ce soit comme ça ? Je dirais que pour l'instant, le village peut pas être encore humanoïde. Ouais. Sinon, Damien aurait détecté des comportements bizarres. Alors qu'apparemment, il a quand même pris du temps avant de comprendre que Rosette était devenue un peu chelou. Ouais.
c'est ça? Ouais. Pas non plus 3 mois, Ouais. mais Oui, ça fait plusieurs épisodes déjà. ça fait plusieurs épisodes. En fait, ouais, c'est en allant chez elle surtout. Tu peux pas t'en rendre compte en étant ailleurs. C'est quand t'es chez elle que tu t'en rends compte. Donc, Bon, ouais. alors du coup, les commerçants et tout, je pense qu'ils sont encore humains. Ouais. Mais jusqu'à quand? Oh, ouais. Est-ce que tu saurais me dire un peu plus sur les motivations d'Emilie à faire ça ou pas? Bah, si elle fait ça parce qu'elle est déçue de l'amour, mais pourquoi monter une armée et inclure Damien dedans? Ouais. Donc, à la rigueur, une armée qui a kidnappé Damien. Mais... Perso, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça tient pas debout qu'elle monte une armée si elle est juste déçue du gars. Non, elle montera pas d'armée, mais par contre, elle peut choisir de contrôler Damien pour que Damien choisisse de retourner avec elle, de tomber amoureux d'elle, pardon. Ah ouais, tu vois, un ça truc aurait peut-être été dans ce son genre-là. but premier. Mais Rosette, du coup, qu'est-ce qu'elle... Et du coup... Ah oui, c'était le test. Oui, non, c'était pour sa dépression aussi, pour l'aider à la base. Ouais. Donc en fait, en soi, ça part plutôt d'une bonne intention de la part d'Emilie, même si du coup, le fait de pouvoir contrôler la personne... Après, peut-être que du coup, la prise de pouvoir lui est montée la tête et que, tu vois, aussi. il peut y avoir de ça. Mais c'est intéressant, tu vois, que genre, si elle a fait ça pour essayer de contrôler les émotions de Damien, moi, ça me plairait bien, tu vois, que la morale du film, ce soit on ne peut pas contrôler les émotions. Non. Donc, ça tient plutôt debout, tu vois. Et en même temps, si Damien ne peut pas être contrôlé à distance puisqu'il n'a pas la puce... Oui. Peut-être il peut essayer de s'échapper. Et dans ce cas, à la fin, Émilie, elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut. Oui, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Rosette... Qu'est-ce qu'elle deviendrait, Rosette? Bah, Rosette, soit elle l'aide à s'échapper, soit elle le ramène chez Émilie, du coup. Et du coup, il va falloir choisir un camp pour Rosette. Voilà. Soit elle va aider... soit elle va réussir à... Ah, ça peut être intéressant. Qu'elle réussisse à reprendre le dessus... Parce que tu vois, alors moi je vais toujours trop loin dans la signification des trucs, mais genre ça pourrait signifier aussi le fait qu'à un moment, on apprend à contrôler ses émotions et à pouvoir les utiliser comme on en a besoin. Du coup, ouais, peut-être qu'elle pourrait tout à fait reprendre le dessus sur le contrôle d'Emilie et aider Damien en fait. Ça se passe en quelle année? En ce moment. Hors monde chelou que je vis. Donc Damien a vu le film Get Out, on peut supposer. Que moi je n'ai pas vu, donc je vais t'expliquer la ref. Alors Get Out, c'est un film de Jordan Peele qui est sorti en 2017. Oui. Très très bon film, je vous le conseille à 100%. Sur un couple mixte, donc un mec noir et une nana blanche, qui la nana l'emmène en week-end chez ses parents à l'occasion d'une grande fête de famille, etc. Les parents sont super gênants, tout le monde est très blanc et très gênant, enfin c'est vraiment l'angoisse quoi, même en n'étant pas noir on comprend à 100% l'espèce de malaise qu'il y a à être là-bas. Ah mais non, je peux pas le dire parce que sinon je vais spoiler de ouf. Et ben alors moi je m'en fous d'être spoilée, du coup ce qu'on va dire c'est attention, spoil qui arrive, si les jamais gros vous spoil. n'aimez pas être spoilé et que vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez le voir, blablabla, faites avancer de 30 secondes et voilà. Ouais. Bah, parce que vraiment ça vous cache le film là, tu vois. Donc, ok. Et en fait, tous les invités posent plein de questions et tout, et à la fin on se rend compte que cette famille, ils kidnappent des noirs parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont des avantages génétiques, physiques supérieurs aux blancs, genre ils courent vite, tu comprends ce genre de bail quoi. Et du coup, ils leur implantent une puce dans le cerveau qui les transforme en mec parfait quoi. Mais du coup aux yeux des blancs. C'est vraiment super, super bien. Mais du coup, à un moment, ils arrivent à comprendre qu'ils sont sous hypnose parce que y en a un qui prend une photo avec un flash et du coup, ça les fait bugger de ouf et ils redeviennent eux-mêmes, quoi. Tu vois. Voilà. D'accord. Et donc, je regarderai ce film. Peut-être que Damien a vu ce film et se dit, ça vaut le coup de tenter. Tu vois. C'est drôle. Et il prend son téléphone portable qu'il avait gardé dans sa poche et en ouvrant la porte des toilettes vite. Ah non, c'est Rosette qui est enfin dans les toilettes. Oui. Bah, il ouvre quand même la porte des toilettes et vite, il la prend en photo avec le flash et ça fait complètement bugger Rosette. Ouais. Qui passe d'un stade mi-la vraie elle-même, mi-un peu robot, mais elle est quand même dominée par son côté sympa du début et d'elle-même. Et elle décide d'aider Damien à s'échapper.
Ah, intéressant ça. Est-ce que je peux te poser des questions visuelles sur ce film qui ne sera pas tourné? Est-ce qu'on sait à quoi ressemble le camion bibliothèque de Rosette? Non. Ah, voilà. Décris-moi le camion bibliothèque. Avec lequel elle va l'aider à s'échapper, du coup. Oui. Une espèce de caravane beige, avec des lampions partout. Ouais. Mais vraiment entourée de lampions, avec une grosse traîne de lampions. Et comme ça, quand elle roule à toute allure, on dirait une grosse méduse dans la nuit. Ah, trop beau. Voilà, un truc comme ça. Ah. Avec des livres qui s'envolent. Ah, c'est fou, c'est très imagé BD comme image. Ah oui, c'est vrai. Et c'est trop... Ouais. J'ai une très belle image en tête. Voilà. J'aime beaucoup. Cadeau. Ok, je vois bien. Je passe très vite il sort des toilettes, il s'échappe à travers. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que là, on a un peu le dénouement. Ouais, c'est ça. Enfin, on imagine un peu ce qui va se passer là, et du coup, comme ça, l'épisode final, ça va permettre de vraiment clore le truc. Donc, c'est pas plus mal, tu vois, que juste le fait de s'échapper soit simple, soit un peu mode Deus Ex Machina. C'est parti, on prend la cabinette et on se barre. Comme ça va permettre de pouvoir développer vraiment le dénouement au prochain épisode qui sortira dans 2 semaines. Et ben, trop bien. Et ben, écoute, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est la fin de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, #SororityDrawings. Hashtag ou @? Ah oui, t'as raison. @. Si vous comprenez cet accent franglais, vous me retrouverez facilement. Ce sera dans les liens de la description, de toute manière. Regardez les liens de la description, il y a toujours plein d'informations intéressantes. Merci beaucoup, en tout cas, c'était super. Merci à toi, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette discussion. Moi aussi. J'en finis avec des jolies images de style un cercle, genre une espèce de cycle avec des dessins et de la lino, avec une BD avec un camion beige et des lampions. J'ai pas d'images dans la tête, c'est très bien. En ce qui concerne le podcast Donne ta patte, on n'oublie pas les bonnes habitudes, vous pouvez le retrouver sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez retrouver également le podcast sur Instagram, @dontapat_podcast. Sur Twitter, mon Twitter à moi qui doit être mbrézé. Sur YouTube, sur ma chaîne personnelle qui est Mélissa Brézé, BRAIZET. Je vais pas méga-teaser parce que si ça se trouve, tout ce que je veux faire ne pourra pas se faire. Mais normalement, le dernier épisode, qui sera donc l'épisode qui va clôturer la saison 1, devrait contenir plusieurs surprises. Je n'en dirai pas plus. Et ensuite, donc je le repréciserai, mais ensuite on reprendra la saison 2 seulement en octobre, voire même début novembre, pour laisser un peu de temps à la vie personnelle d'avoir lieu surtout. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube, sur Apple Podcast, à mettre 5 petites étoiles. À partager le podcast avec vos proches, à en parler autour de vous, parce que c'est ce qui permet au podcast de perdurer et de rencontrer de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, nuit, matinée, ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous dis à dans 2 semaines. Et merci encore Céline. Merci à toi.